Dans notre point de presse de la fois passée, j'ai cherché à résoudre la question suivante: comment renforcer la cohésion nationale dans ce pays? Aujourd'hui, nous allons plancher sur notre thème. Ce thème, c'est le suivant: quelle est l'importance de notre terre, la terre de la République démocratique du Congo? Avant d'entrer dans ce sujet, je m'en vais brièvement résumer ce que nous avons dit la fois passée. Comment renforcer la cohésion nationale dans ce pays? J'avais dit que la République démocratique du Congo est un pays qui n'a pas été fondé par un politicien congolais. J'avais dit que la République démocratique du Congo a été fondée par le roi Léopold de Belgique, qui avait rassemblé des forces, plusieurs ethnies, aux mentalités diverses et divergentes. C'est donc un mariage forcé. J'avais dit que la classe politique congolaise et les chefs religieux congolais ont le devoir sacré de prendre ce mariage forcé et de le transformer en mariage d'amour. Et j'avais dit que si nous réussissons de le faire, et si nous plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, alors notre pays va rapidement galoper pour devenir une puissance économique, une puissance militaire, une puissance technologique mondiale. Si nous réussissons à transformer le mariage forcé en mariage d'amour, et si nous plaçons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, eh bien l'avenir sera glorieux pour ce pays. J'avais dit que si les richesses colossales de ce pays profitent au Bas-Congo, si ces richesses profitent au Bangala, ça profite au Baluba, aux Anamongo, à toutes les ethnies de ce pays, au Baswahili. Si les richesses colossales de ce pays nous profitent tous, personne parmi nous n'aura l'envie de vouloir se séparer de ce pays, parce que la chose nous profite tous. Mais si nous gérons le pays avec des injustices qui, à travers le vaste panorama de la race humaine, a toujours fait révolter certaines communautés, si nous gérons ce pays avec des injustices à la manière de l'Empire romain, alors notre pays, la République démocratique du Congo, va subir la loi de l'histoire qui veut que tout pays multinational, géré par des injustices et qui ne procure que de la misère à certaines communautés, finit toujours par éclater en plusieurs États indépendants. Je tiens à vous rappeler ce que je vous avais aussi dit, parce que beaucoup de gens dans ce pays ne me comprennent pas. Ils pensent que moi, on s'est trop focalisé sur le Congo central. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez mis au monde 7 enfants. S'ils sont à parfaite bonne santé, un enfant est malade, le papa et la maman auront plus leur attention tournée vers l'enfant malade que vers les enfants qui sont à bonne santé. Si maintenant les enfants qui sont en bonne santé commencent à dire que papa et maman n'aiment que celui-là, nous ne nous aiment pas, les enfants se trompent. Les enfants, c'est les enfants de ce papa et de cette maman. Mais s'ils sont en bonne santé, un enfant est malade, l'attention des parents est plus attirée vers l'enfant malade. Et je le proclame que le Congo central est l'enfant malade de la République démocratique du Congo. Pourquoi ces derniers temps nous parlons trop de Kivu? Mais parce que le Kivu est devenu l'enfant malade de notre pays. Il y a des problèmes là-bas et tout le monde a tendance de parler du Kivu. L'enfant malade de la République démocratique du Congo.
Le Congo central est l'enfant malade de la République démocratique du Congo. Parce que les injustices qui se commettent là-bas, ça ne se commet dans aucune autre province. On écarte les Bakongos des entreprises. Depuis l'époque coloniale, les Belges disaient toujours que les Bakongos sont un peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Les Bakongos sont restés les mêmes. Pourquoi on les écarte des entreprises pour les remplacer par des autres? Aller à Lungongo, aller partout dans le Bas-Congo, on est en train d'écarter les Bas-Congo des entreprises pour les remplacer par les gens qui viennent des autres provinces. Alors, je suis un leader politique de ce pays, mais chaque leader politique est né quelque part. Là où vous venez, les gens souffrent, malmenés, vous vous taisez, quel genre de politique vous faites? Donc, je parle un peu beaucoup du Congo central, simplement parce que le Congo central actuellement est l'enfant malade, vu sous l'angle d'injustice qu'on soumet à cette province-là. Mettez fin à ces injustices qui sont pour moi une distraction et vous verrez mon action totalement centrée sur toute la République démocratique du Congo. Mais aussi longtemps que vous allez continuer à frapper de l'autre côté, moi je serai constamment interpellé pour dire c'est eux qui m'ont donné ce corps physique, je suis un esprit, mais vêtu d'un corps physique, c'est eux qui m'ont donné ce corps, ils souffrent, j'ai le devoir de leur être reconnaissant. Voilà ce que j'ai. Et c'est là où je vous disais dans ma première conférence que quand je critique un Mukongo qui a commis une gaffe, tous les non-originaires sont contents. Mais si je critique un Moussoaïli, ou un Mungala, ou un Moulouba qui a mal agi, il n'aime pas les non-originaires. Mais pourquoi vous ne me dites pas qu'il n'aime pas les Bakongo quand je critique un Mukongo? Donc c'est une vision erronée. C'est vraiment une vision erronée. Je suis un grand nationaliste congolais qui connaît beaucoup de choses plus que les autres et qui aime sérieusement ce pays avec toutes ses ethnies. Quand nos frères Balouba avaient été chassés du Katanga, moi je les ai défendus plus que Étienne Tshisekedi. Dieu m'a doté du franc-parler. Et moi je ne dis que la vérité. Mais les gens de ce monde disent que la vérité blesse, donc il ne faut pas la dire. Vous préférez des mensonges qui vous font plaisir. Moi, je ne peux pas le faire. Dieu m'a doté du franc-parler où je dis la vérité en face. Et le maître Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nos frères Kassaïens, chassés du Katanga malmenés, à ce moment-là, M. Tshisekedi était Premier ministre. Une dame dont j'avais fait les analyses médicales parce que j'étais chef de laboratoire de bactériologie. Cette dame était venue me voir et travaillait là-bas à la primature. J'ai posé la question à cette femme, mais, madame, mais qu'est-ce dit Tshisekedi de Balouba comme Malmène au Katanga? Parce que c'est lui le Premier ministre. Mais la dame m'a répondu que nous avons soumis ce problème et il nous avait dit que ça leur apprendra d'aller construire massivement chez autrui. Voilà. Et moi, je les ai défendus plus que n'importe quel politicien du Sud-Kasaï. Donc, c'est pour vous dire que je suis un nationaliste de ce pays. J'aime sérieusement toutes les ethnies de ce pays. Et j'aime ce pays, mais nous ne pouvons pas construire ce pays par le mensonge. Voilà un rappel que je vous ai fait de ce qui avait été dit dans la conférence passée. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « L'importance de notre terre ». L'importance de notre terre. La fois passée, je vous avais dit qu'on parle beaucoup de patriotes dans ce pays, de patriotisme. Et j'avais posé la question de savoir qu'est-ce que c'est le patriotisme. J'avais répondu en disant que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et qu'est-ce que c'est la patrie? En vérité, notre patrie, c'est notre pays. Mais qu'est-ce que c'est notre pays? Mais notre pays, c'est la terre laissée par nos ancêtres. Là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de patriote. Le pays, c'est la terre de nos ancêtres. Et quand on tend à la brader à la légère, je me dis, est-ce que ces gens savent avec précision l'importance de notre terre?
C'est pourquoi j'ai intitulé la conférence de presse d'aujourd'hui « L'importance de notre terre ». Eh bien, c'est simple, mes chers frères. L'eau que nous buvons, ça vient de la terre. L'eau ne peut pas jaillir dans l'air comme ça. L'eau que nous buvons, ça vient de la terre. L'eau que nous utilisons pour laver nos vêtements, l'eau que nous utilisons pour préparer des médicaments, l'eau que nous utilisons de différents usages, ça vient de la terre. Les haricots que nous mangeons, les mfumbwa que nous mangeons, les légumes que nous mangeons, le foufou, le manioc que nous mangeons, les patates douces, les ananas que nous mangeons, ça vient de la terre. Chaque maison a des fenêtres, elle a des portes, elle a des fauteuils, elle a des armoires, elle a des lits. La plupart de ces choses sont fabriquées avec des planches. Et vous n'aurez pas de planches si vous n'avez pas d'arbres, mais les arbres qui nous permettent de fabriquer des planches poussent dans la terre. La terre, mais c'est dans la terre qu'il y a le pétrole qui nous procure des millions de dollars nécessaires au développement de notre pays. Dans la terre, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a le manganèse, le fer, il y a tous les métaux stratégiques qu'on peut vendre, qui peuvent nous procurer beaucoup d'argent pour développer notre pays. Sans terre, tous ces éléments n'existeraient pas. On ne les aurait pas. La terre a des forêts. Les forêts poussent sur la terre. Et vous savez le mariage qu'il y a entre l'arbre et l'homme. Eh bien nous avons besoin d'oxygène. Et quand nous consommons l'oxygène en nous, nous rejetons le gaz carbonique, le CO2. Et les plantes, elles, prennent ce gaz carbonique, ils retiennent le carbone et ils nous rejettent l'oxygène. Donc, les forêts, les arbres qui poussent dans la terre purifient l'air. Le réchauffement de la planète Terre actuellement est dû à un mauvais usage des arbres. N'oubliez même pas que notre planète s'appelle la planète Terre. Il y a des planètes qui s'appellent Mars, Vénus, Jupiter. Nous, c'est la planète Terre. Quand nous avons un papa, une maman, un fils, un membre qui nous est cher et qui est mort, mais nous l'enterrons dans la terre. C'est pourquoi la sagesse Congo dit que kufuidi nsi ye kufuidi ngudi yako keti kwesi wende. Ça veut dire que là où le pays est en train de mourir, je traduis littéralement, et là où est en train de mourir ta maman, où est-ce que tu iras? Et le sage répond que kufuidi nsi, là où meurt le pays. Parce que le pays, c'est la terre. Sans pays, vous n'aurez pas la terre où vous allez enterrer votre maman au cas où elle mourrait. Et la sagesse Congo enseigne que Zulu, Isame, Kansintoto, Inguriame Kundi Kilanga, le ciel est mon père, tandis que la terre est ma mère nourricière. L'importance de la terre. Nos villages, nos villes, mais nous les construisons sur la terre. Nos autoroutes, nos ponts, nos entreprises qui produisent du travail aux gens, c'est sur la terre que nous les construisons. Les matériaux de construction, le sable, mais ça provient de la terre. Les moellons,
ça provient de la terre. Le ciment, ça provient de la terre. Vous voyez l'importance de notre terre. Beaucoup de pays arabes sont désertiques. Mais leur sol et leur sous-sol, souvent égorgés de pétrole. À cause de ce pétrole qui sont dans le sol, dans le sous-sol des pays arabes, eh bien, beaucoup de pays arabes ont beaucoup d'argent. Lequel l'argent peut leur permettre de construire un Dubaï facilement. Nous sommes à l'époque où il faut développer l'Afrique. Et ce développement de l'Afrique, ce développement de notre pays, la République démocratique du Congo, demande beaucoup d'argent. Mais ne tombons pas dans un cercle vicieux. À l'époque du président Mobutu, je disais que maintenant qu'il y a beaucoup de diamants au Kasaï, prenons ce diamant et transformons-le en très belle ville. Prenons ce diamant, transformons-le en industrie électrique. Prenons ce diamant, transformons-le en autoroute, en pont. Parce que le diamant va finir un jour. Le jour où ce diamant finira, nous dirons aux générations futures que ces autoroutes, ces ponts, ces très belles villes du Kasaï, nous les avons construits grâce au diamant qu'il y avait autrefois ici. Mais si nous passons notre temps à consommer l'argent de ces diamants sans penser à récompenser d'où ça vient, eh bien un jour quand ce diamant finira, il n'y aura plus au Kasaï que des trous vides. Et où trouverons-nous l'argent pour développer le Kasaï? Mais on ne m'écoutait pas. J'en ai parlé à des diamantifères sur du Kasaïen. Mon voisin là-bas, c'est un grand diamantifère. Fonsi. Je lui en ai parlé. Mais on ne m'écoutait pas. La tendance était même d'aller au Kasaï prendre le diamant, après l'avoir vendu, d'aller construire ailleurs. Et chaque fois que j'étais en train de prodiguer des conseils, les gens interprètent ça mal. On ne peut pas à la fois être pour un grand pays et en même temps fuir toutes les grandes provinces du pays pour aller s'entasser dans la plus petite province. Parce que quand, dans la province orientale, nous fuyons la province orientale pour venir nous entasser à Kisangani, ou à Mbandaka, ou à Lubumbashi, ou à Kinshasa, nous laissons la terre de la province orientale libre au Mbororo de venir s'infiltrer et de venir se taper de vastes territoires dans notre province congolaise de la province orientale. Vous savez que la France, c'est l'un des grands pays européens, mais la France, c'est 550 000 km². Et la province orientale, c'est 525 000 km². Donc il manque seulement 25 000 km² sur la province orientale est aussi grande que la France. Vous vous rendez compte? Donc il y a beaucoup de terres là-bas. Si nous tentons de calculer la densité, province par province, c'est-à-dire le nombre d'habitants au km², mais le Congo central est en train de galoper. Vous trouvez certaines régions du Congo central où ça dépasse 10 personnes au km². Par contre, ailleurs, vous trouvez une personne. C'est par amour pour ce pays que je tente de dire ça au peuple congolais. Si nous voulons un grand pays, nous devons tenter de peupler toutes les provinces de ce pays. Ça va être une sécurité pour la protection de notre terre. Mais si nous fuyons nos provinces pour venir s'entasser à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à Mbandaka, ou à Kisangani,
toutes ces zones que nous fouillons vont devenir vides et les Mbororo, ils vont quitter quelque part, ils viennent s'infiltrer là-bas. Pour le moment, les Mbororo occupent dans la province orientale un territoire qui est plus grand que la Belgique. Vous vous rendez compte? Notre terre du Kivu. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent mettre mes bases sur cette terre. Et la meilleure façon de défendre cette terre pour nos frères du Kivu, c'est de vivre au Kivu. Parce que quand la terre est suffisamment occupée par la population, quand la population a été éveillée, formée à l'art de la guerre, avant de venir attaquer, on va réfléchir plusieurs fois. Mais quand on peut parcourir 30 km sans rencontrer un village, eh bien, ceux qui veulent nous arracher la terre, ils ont la tâche facile. Donc ce n'est pas par manque d'amour pour mes autres compatriotes que j'ai dit pourquoi venez vous entasser trop à Kinshasa, mais je sais ce que je dis. Si nous voulons un grand pays, nous devons pouvoir peupler ce grand pays plus ou moins équitablement. Mais si nous fouillons pour aller ailleurs et que nous laissons les terres vides, eh bien la nature a peur du vide. Il y a des gens qui viendront occuper cette terre à notre insu, et quand ils vont se rendre compte que c'est une terre extrêmement riche, quand ils vont acheter des armes, quand ils vont s'organiser, ça deviendra un problème pour nous pour aller les déloger. La meilleure façon de protéger le Kivu pour nos compatriotes du Kivu, ce n'est pas de fuir le Kivu et d'aller s'entasser à Lubumbashi ou au Bas-Congo, mais c'est de vivre au Kivu comme les Maï Maï et de défendre la terre du Kivu. L'ex-URSS, c'est un pays uni, un grand ensemble, un super grand ensemble. Mais l'ex-URSS a éclaté en plusieurs États indépendants. Lorsque l'ex-URSS a éclaté en plusieurs États indépendants, tous ceux qui ne sont pas de la Fédération de Russie et qui habitaient à Moscou étaient maintenant obligés, chacun de rentrer dans sa province d'origine, qui devient un État indépendant. Alors vous allez pomper des richesses et vous ne songez même pas, ne fût-ce que dans votre chef-lieu de province, de vous taper une parcelle, de construire. C'est une erreur grave. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais c'est comme ça qu'on gère le pays. Nous avons un grand pays, il faut le peupler suffisamment bien. Donc je vous disais que la richesse pour construire ce pays ne se trouve pas ailleurs. La richesse se trouve essentiellement à l'intérieur de notre pays, dans notre sol et sous-sol. Parce que dans notre sol et sous-sol, nous avons des gisements de pétrole gigantesques dans la province de l'Équateur. Les années qui vont venir, la province de l'Équateur sera l'un des grands pays producteurs de pétrole d'Afrique. Nous avons des gisements immenses là-bas. Mais ce sont des milliards de dollars qui dorment là-bas. Le Congo central aussi, c'est une éponge de pétrole. Mais ce sont des milliards de dollars qui dorment là-bas. L'Ituri a du pétrole. Qu'est-ce que la sagesse nous recommande? Mais de raisonner de la façon suivante. Nous avons des milliards de dollars en nature qui traînent dans notre sous-sol. Mais nous n'avons pas d'argent liquide et l'expertise pour acheter les machines pour exploiter notre pétrole. Nous lançons une demande d'offre internationale où nous disons tout investisseur qui a suffisamment d'argent et qui voudrait se lancer dans l'exploitation pétrolière, qu'il vienne nous voir. Et quand il viendra nous voir, cet investisseur qui a de l'argent liquide et qui a de l'expertise, nous lui disons, écoutez, toi tu as de l'argent liquide, tu as de l'expertise, et nous avons de l'argent en espèces, des milliards de pétrodollars qui dorment là-bas. Associons-nous, toi et nous,
exploitons ce pétrole ensemble et faisons du gagnant-gagnant. On prend un homme d'affaires américain, européen, russe, chinois, japonais qui a beaucoup d'argent. On lui dit, nous avons beaucoup de pétrole. Donc, ce sont des milliards de pétrodollars qui dorment dans notre sous-sol. Et vous avez des milliards d'argent liquide. Vous avez de l'expertise, associons-nous. Dans le cadre d'une politique de gagnant-gagnant. On exploite ensemble ce pétrole. On se partage les bénéfices. Souvent, c'est un critère. L'investisseur est heureux. Et nous sommes heureux. Nous sommes tous heureux. Et l'argent que nous allons obtenir de cette exploitation de pétrole, nous allons le transformer en autoroute. On va le transformer en pont. On va le transformer en building. On va le transformer en usine. Et voilà notre pays qui se met à se développer. Parce que nous avons pris le pétrole de notre sous-sol, ça a généré des milliards de dollars que maintenant nous nous mettons à utiliser pour construire des autoroutes, pour construire des villes ultra-modernes, pour financer des centres de recherche, pour financer des universités, construire des hôpitaux et construire des maisons ultra-modernes, donc du logement social pour notre peuple qui continue à vivre dans de véritables maisons dignes d'être habitées par des cochons. Notre pétrole produit est en mesure de produire des milliards de dollars que nous devons utiliser pour moderniser notre pays. Mais vous ne connaissez pas l'importance du café et du cacao. Allez en Europe, allez en Occident, allez à travers le monde et vous allez découvrir l'importance du café et du cacao. Houphouët-Boigny a principalement développé la Côte d'Ivoire grâce au café et au cacao. Or, nous avons notre forêt équatoriale. Pour ne parler que de la province de l'Équateur, parce qu'on peut aussi parler de l'Ituri, on peut parler de la forêt équatoriale du Mayombe, mais parlons seulement de l'Équateur qui est déjà plus grand que l'Allemagne fédérale. Mais toutes ces forêts de la région de l'Équateur, mais c'est le pays promis du café et du cacao. Sans oublier que dans l'Équateur, il y a aussi du diamant, il y a du coltan, il y a tous ces minéraux qu'on retrouve ailleurs. Mais en dehors de ça, beaucoup de pétrole, beaucoup de forêts vierges. C'est le pays du café et du cacao. Si nous les produisons en grande quantité le café, il suffit seulement de planter. Après un certain nombre d'années, ça va commencer à produire des millions de dollars que nous allons nous servir pour moderniser notre pays. Vous connaissez un pays en Asie qu'on appelle l'Indonésie? Eh bien, l'Indonésie est devenue sérieusement développée, sa richesse principale, l'huile de palme. L'huile de palme, parce que l'huile de palme, on peut l'utiliser pour la nourriture, on peut l'utiliser pour fabriquer du savon. C'est aussi un réactif chimique qui nous permet de fabriquer beaucoup d'autres produits chimiques. Et l'Indonésie, sa richesse principale, la Malaisie, c'est l'huile de palme. Pire encore, l'Indonésie est venue prendre les noix palmistes à Yangambi, chez nous. Les noix palmistes qui ont été améliorées chez nous, il les a pris, il est allé les planter et il est devenu extrêmement riche grâce seulement à l'huile de palme. S'il volait un peu notre pays, la République démocratique du Congo, voyez un peu toutes ces terres vides qui traînent inutilement. Plantons-y des palmiers, mais ce sont des milliards de dollars qui dorment là-bas. Donc, pour développer notre pays et le moderniser et améliorer le niveau de vie de notre peuple, il faut de l'argent. Mais cet argent dort dans notre sous-sol. Nous n'avons qu'à chercher des investisseurs avec lesquels nous allons nous associer dans le cadre d'une politique de gagnant-gagnant. Et dans 20 ans, 30 ans, ce sont les autres peuples du monde
qui vont venir, commencer à venir nous solliciter pour qu'on leur donne de l'argent, pour qu'on leur emprunte de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud et au Zimbabwe? Je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais l'histoire nous aide à bien se situer et à savoir comment se comporter. Il y avait une période en Afrique du Sud où il y avait des Blancs qui prétendaient qu'il faut un développement séparé. Les Noirs à part, les Blancs à part. Malheureusement, comme c'était les Blancs qui étaient au pouvoir, ils ont pris des microsols pour tester tous les terrains où il y a des richesses dans les sous-sols. Et tous ces terrains, souvent, on les donne aux Blancs. Et les terrains rocailleux, qui ne sont pas fertiles, on allait y installer les Bantoustans. C'est là que devaient vivre les Bantous, les Noirs. Au lieu simplement de plancher sur la mise sur pied d'une société multiraciale, où blancs et noirs vivent en paix dans la prospérité. Les gens ont cherché une prospérité sélective réservée aux blancs et à l'exclusion des noirs. C'était purement et simplement une injustice. Les noirs se sont soulevés, ils se sont battus, des gens ont été tués nombreux. Mandela a fait 28 ans de prison. Mais au fur et à mesure que l'histoire a évolué, on s'est rendu compte que pour être en paix en Afrique du Sud, les Blancs n'ont pas l'avantage de vivre en société séparée avec les Noirs, mais qu'ils doivent plutôt se tenir la main et mettre sur pied une société multiraciale. Grâce à la sagesse bantoue de Mandela, la situation est en train d'évoluer positivement dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe au Zimbabwe entre les Zimbabwéens et les colons britanniques? Mais c'était la même politique raciste qui consistait à arracher aux Noirs toutes les terres les plus juteuses, à les réserver aux Blancs et de laisser aux Noirs les terres les moins fertiles. Ça a tenu pendant un temps et avec le temps, l'indépendance est venue et les Noirs sont mis à réclamer leur part du gâteau et il y a maintenant un conflit entre les colons blancs et les Zimbabwéens. C'est un conflit inutile que l'Afrique n'a pas besoin pour le moment. La sagesse Congo enseigne que le ciel est mon père et la terre est ma mère. Ça signifie que les Blancs et nous les Noirs, nous avons un même Père céleste et nous avons une même mère, la mère terre. Nous sommes donc des frères. Blancs et Noirs, nous sommes des frères. Pourquoi nous ne pouvons pas concevoir une société multiraciale gérée dans la justice pour le bien des Blancs et des Noirs? C'est ma position personnelle. C'est ma position personnelle. Et ce qui se passe pour le moment au Zimbabwe, je sais qu'en Occident, très souvent, on n'aime pas Robert Mugabe, mais l'Occident devait se poser la question de savoir la situation qu'il combat au Zimbabwe est née comment. Mais ce n'est à base d'une injustice. On voulait écarter les Noirs de la Rhodésie, on leur a arraché toutes les terres juteuses, et pour le moment, l'indépendance est venue. Il faut mettre un peu de l'équilibre, un peu de justice. Malheureusement, ça se fait un peu dans un peu de désordre, mais les Blancs n'auront jamais la paix partout où ils sont, aussi longtemps qu'ils vont vivre en vase clos séparés des Noirs qui ont le droit du premier occupant sur la terre africaine. L'unique solution pour les Blancs et les Noirs, pour leur bien commun,
c'est de former une société multiraciale là où ils sont, ensemble, et ça va être parfait. Les richesses pour développer notre pays se trouvent dans le sol et dans le sous-sol. À un moment donné, en Belgique, certains Belges se sont rendus compte que le district de Congo, au Congo central, est bourré de richesses fantastiques. Et ils ont dit non, 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 nous allons faire une amphithéose, et pendant 9 ans, ça va être réservé à nous, à eux. Mais c'est la politique de l'apartheid qui veut recommencer ici dans le Bas-Congo. Ils veulent créer un État à eux, dans ce territoire-là, comme ça, toutes les richesses fantastiques vont profiter à eux, et à côté de ça, il y aura des Noirs pauvres. Mais pourquoi on a demandé l'indépendance? À cause des injustices. Vous êtes rentré en Belgique, vous voulez revenir, mais dites-nous que vous voulez créer une société multiraciale avec nous. Nous allons étudier cette question. Elle n'est pas mauvaise. Et on va voir comment faire venir à ces Belges qui viendront se tenir la main avec nous, travailler et gérer le pays correctement pour le bien de ces Belges qui sont rentrés au Congo et pour nous. Mais vous venez rafler une petite région du Congo central, vous y créez un État à vous, à l'exclusion des autochtones qui ont le droit du premier occupant. Cet État, non mais ils ne prennent pas n'importe quelle terre. C'est la terre où il y a beaucoup de richesses souterraines. Vous ne savez absolument rien. Et ils ont des appareils, ils ont testé, ils savent que c'est là que nous allons arracher, qu'on prenne ça pour nous. Et il n'y a pas longtemps, s'est tenue une réunion à Nice où les gens disent non, mais qu'on nous vende l'île de Mateba, nous allons en faire un micro-état de l'apartheid où nous allons vivre, nous et nos descendants. Mais voilà les méthodes négatives qui ont fait le malheur des peuples colonisés des siècles passés. C'est la situation de l'Afrique du Sud qu'on veut répéter, l'apartheid. C'est la situation du Zimbabwe qu'on veut répéter. Or, nous avons dit en Afrique du Sud et au Zimbabwe que le salut pour tous, c'est la mise sur pied d'une société multiraciale, où blancs et noirs vivent ensemble, se marient, développent le pays pour le bien de tous. Donc, vous voyez le Congo central. Oh, le Congo central, c'est plus grand que la Suisse. Et à l'intérieur du Congo central, on vient vous dire non, nous voulons prendre le district de Congo, en faire un État indépendant. Donc, un État indépendant, Congo a déjà été balkanisé en 4, on veut continuer de le balkaniser en créant d'autres États indépendants à l'intérieur de l'espace culturel Congo. Vous voyez le Congo central? Un fleuve, une île dans ce fleuve-là, avec beaucoup de potentialités, et les gens viennent vous dire, nous voulons acheter cette île-là, nous voulons le prendre pour en faire un État indépendant. Un État indépendant à l'intérieur de la province du Congo central. Donc la province du Congo central appartient à la RDC, et un territoire à l'intérieur de ce Congo central est un État indépendant. Aussi longtemps que les multinationales, les grandes sociétés internationales vont venir investir en Afrique avec l'envie de former avec nous une même société, l'avenir est glorieux pour eux et pour nous. Mais aussi longtemps qu'ils viendront en disant qu'on nous donne ce petit coin, ça devient un petit État indépendant pour nous. Dans la périphérie, les Noirs vont se mettre à vivre en misère. Mais il ne faut pas répéter les leçons douloureuses de l'histoire. Ceux qui sont en train de brader la terre du Congo dans ce sens-là, aujourd'hui, sont en train de créer des causes qui vont engendrer des situations douloureuses dans le futur. À cause de leur ignorance. Ceux qui veulent vendre les terres du Congo, à cause de leur ignorance. Ou à cause de leur traîtrise. Ils sont en train
de créer des causes qui vont générer des effets très négatifs dans le futur. Donc vous voyez, je vous ai dit que la terre c'est extrêmement important, que la terre c'est un réservoir de richesses, qu'il suffit de bien les exploiter, nous allons avoir l'argent pour développer notre pays et le moderniser. Mais il ne faudra pas que dès qu'on trouve un petit jugement intéressant dans l'Équateur, dans la province de l'Équateur, les gens vont créer un petit État indépendant à l'intérieur de la province de l'Équateur, livré aux étrangers. Il ne faut pas que quand on va trouver de l'or à Kilomoto, on va créer une petite amphithéose là-bas, ou alors les richesses de Kilomoto ne vont profiter qu'à une catégorie de gens qui vont prétendre avoir acheté cette terre. Il ne faut pas quand on trouve un jugement intéressant dans le Bas-Congo, qu'on dise cette petite terre-là, qu'on la détache, que nous la prenons nous en faisons notre pays. Mais des micro-États à l'intérieur d'un grand État, ne sont-ils pas des germes qui vont gangréner ce pays pour le détruire plus tard? Voilà pourquoi, lorsque j'ai appris ce problème de l'île Mateba, vous vous rendez compte, l'île Mateba appartient au Bas-Congo. Et le Bas-Congo appartient à la République démocratique du Congo. Et des gens vont se réunir en Europe, à notre insu, nous le Bas-Congo, qui avons le droit de premier occupant sur cette terre là-bas, ils se réunissent, ils décident de proclamer une indépendance, puis une petite île qu'ils veulent prendre, en faire un petit État. Vous vous rendez compte? Mais ce sont des méthodes négatives qui ont fait le malheur du peuple colonisé du siècle passé. Parce que le siècle passé, tous les colonisés souffraient, ils vivaient dans la misère, à côté des gens qui vivaient dans l'abondance. Ce sont ces mêmes méthodes, parce que ceux qui vivaient dans l'abondance avaient réussi à prendre tous les sites juteux et à les faire le leur, et à laisser aux Noirs des terres rocailleuses et infertiles. On veut répéter ça aujourd'hui, pendant qu'on nous dit qu'on est indépendant. C'est pourquoi j'ai adressé un message au président des États-Unis, le président Obama, pour le sensibiliser de cet état des choses. Mais je le répète, blanc et noir, investisseurs et nous, mettons-nous ensemble, mettons nos moyens ensemble pour le bien de nous tous, et ce sera un paradis. Mais la vente illicite de cette île, à l'insu des Bas-Congo qui ont le droit du premier occupant, sans nous avoir consulté, ça frise les injures. À la conférence de Berlin, les Occidentaux sont allés se réunir sans consulter les Africains et ils ont tracé des frontières folles en Afrique. Et maintenant que nous sommes indépendants, les gens vont se réunir, ils décident que bon, cette île qui appartient au Bas-Congo, bon, nous allons le prendre, on va en faire un petit État indépendant sans nous consulter. Les méthodes négatives du passé continuent. C'est pourquoi j'ai écrit au président Obama, simplement parce que les États-Unis, c'est l'oncle Sam, c'est la première puissance mondiale, les États-Unis, mais c'est le patron du monde occidental. Et tous ces plans, c'est en Occident que ça se trame. C'est pourquoi j'ai écrit au président Obama. Monsieur le président des États-Unis, en ma qualité de chef saint et de principal porte-parole de Benakongo, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les doléances suivantes de mon peuple. L'arrivée des Européens en Afrique au XVe siècle a été pour l'Afrique une véritable calamité. Les crimes des Européens marchands d'esclaves, les frontières coloniales insensées qui ont divisé les frères de sang, l'exploitation de l'Afrique essentiellement au profit de l'Europe, le plafonnage de l'enfant africain au niveau scolaire le plus bas, le racisme dégradant, l'exploitation au profit des Européens, exclusif des Européens, de certains jugements importants en Afrique, à l'exclusion des Noirs,
la destruction des langues africaines et leur culture spécifique, des salaires insignifiants pour les colonisés, la confiscation des terres africaines les plus riches au service du colon et la réservation des terres pauvres et rocailleuses pour les Bantoustans, pour les Africains colonisés, etc. Voilà, Monsieur le Président, des méthodes négatives qui ont fait le malheur des peuples colonisés des siècles passés. Puis sont venues les indépendances de pays africains dans un contexte de guerre froide Est-Ouest. Des indépendances dominées par l'Occident. Des indépendances dominées par des coups d'État focardiens, Jacques Foccart, qui ont souvent chassé du pouvoir en Afrique des hommes sages, remplacés par des hommes de paille, soutenus de l'extérieur, qui ont bradé la terre africaine et ses richesses et qui ont fait galoper l'endettement des pays africains sans retombée positive pour le social du peuple négro-africain. 50 années d'indépendance de façade, d'endettement, de sous-développement, de détournement et les fruits de la coopération africaine avec l'Occident sont difficilement visibles car très mitigés. L'Afrique a perdu plus qu'elle n'a gagné. Voilà pourquoi certains Africains cherchent actuellement une nouvelle coopération ailleurs, en Asie, en Chine, au Japon. Et cela fait peur à l'Occident. Mais je dis que c'est une fausse peur, car en effet, Monsieur le Président des États-Unis, partout en Afrique, l'enfant africain ou l'homme africain n'a qu'un seul rêve, à savoir aller en Europe, aller en Amérique, aller en Occident. Cela signifie que malgré les 50 années de déception d'une coopération bâclée avec l'Occident, l'homme africain est encore sentimentalement tourné vers l'Occident. La peur de l'Occident de perdre l'Afrique est donc une fausse peur si ceux qui sont sages en Afrique et en Occident peuvent se mettre autour d'une table pour mettre sur pied une coopération de type nouveau qui sera avantageuse pour l'Afrique et pour l'Occident, une nouvelle coopération de type gagnant-gagnant. Pour améliorer la qualité de la coopération entre l'Afrique et l'Occident, il est extrêmement important qu'on puisse mettre fin en Occident à toutes ces méthodes négatives qui ont fait le malheur des peuples colonisés des siècles passés. Monsieur le Président des États-Unis, avant l'époque coloniale, il existait un grand pays en Afrique centrale, un pays appelé Congo d'Antotela. Il s'étendait depuis le fleuve Kounéné au sud de l'Angola jusqu'au sud du Gabon. Ce pays était 4 fois plus grand que la France. En 1885, à la conférence de Berlin, les Européens ont balkanisé anarchiquement ce pays sans nous avoir consultés, et ils l'ont balkanisé en 3 pays distincts appelés le Congo français, le Congo belge et le Congo portugais. Ainsi, par la faute de l'Occident, le peuple Bénakongo, les Bakongo donc, est actuellement dispersé en 5 pays. Ils sont au Gabon, ils sont au Congo-Brazza, ils sont au Cabinda, ils sont à RDC et ils sont en Angola, frustrant ainsi les cœurs des frères séparés anarchiquement par l'Occident colonial.
En 1945, l'Allemagne a été balkanisée en 4 parties. Aux années 1990, l'Occident, qui a balkanisé l'Allemagne, a réunifié ce pays, tandis que le même Occident refuse la réunification de l'ancien Congo d'un côté là. Ils acceptent la réunification de l'Allemagne, et en Afrique, ils refusent la réunification de l'ancien Congo d'un côté là. Voilà 2 poids et 2 mesures. Monsieur le Président des États-Unis, ayant constaté que le district de Kakongo au Congo central en RDC regorge beaucoup de richesses, des nouveaux colons occidentaux ont mis sur pied un projet tendant à séparer ce district du Congo central pour en faire un micro-État de l'apartheid, un État indépendant, dominé par des multinationales qui n'ont aucun souci pour la misère des Noirs qui ont le droit du premier occupant sur ce district du Congo central. Et voilà des nouveaux projets de balkanisation de Congo là par le vouloir des nouveaux colons occidentaux, alors qu'en Europe, on réunifie l'Allemagne et on est en train de réunifier toute l'Europe. Là, ils réunifient, ici, ils veulent continuer à balkaniser pour créer des micro-États de l'apartheid dominés par les X et les Y. Où est l'indépendance de l'Afrique? Et où est le droit du peuple Congo à l'autodétermination? Parce qu'on vient décider des choses à sa place sans l'avoir consulté. Voilà, Monsieur le Président, des méthodes négatives qui ont fait le malheur des peuples colonisés des siècles passés. Monsieur le Président des États-Unis, actuellement, un autre groupe de nouveaux colons occidentaux s'est réuni à Nice, en France, et a mis sur pied un nouveau projet tendant à séparer l'île de Mateba du Congo central et d'en faire un micro-État de l'apartheid dominé par les mêmes multinationales qui sont responsables de la mort de 5 millions de Noirs à l'est de la République démocratique du Congo. La situation des dominés, des négros africains et des Amérindiens en Amérique n'a donc toujours pas changé malgré la charte des droits de l'homme. Plongé dans la misère de la grande pauvreté, le peuple du Congo central souffre beaucoup. Comment, Monsieur le Président des États-Unis, mettrons-nous fin à la grande misère de notre peuple si chaque site du Congo central qui est doté de ressources naturelles importantes devient un micro-État de l'apartheid dominé par des multinationales voraces et où les Bas-Congos sont exclus? Monsieur le Président des États-Unis, le Congo central n'a rien gagné de l'ancienne amphithéose Ango-Ango. Aujourd'hui, 40 années d'exploitation de son pétrole, le Congo central ne gagne presque rien. Voilà, Monsieur le Président, des méthodes négatives qui ont fait le malheur des peuples colonisés des siècles passés. Monsieur le Président des États-Unis, le Congo central a besoin de beaucoup d'investisseurs dans le cadre d'une politique de gagnant-gagnant entre l'investisseur et le Congo central. Et ceux qui nous feront confiance ne seront jamais définis, car l'histoire a toujours défini le peuple Congo comme étant un peuple travailleur, bon gestionnaire et doté de valeurs morales et spirituelles. Mais comment voulez-vous, Monsieur le Président des États-Unis,
que nous puissions accepter sur la terre de nos ancêtres des projets mafieux d'amphithéose où le Congo central ne gagne rien et au contraire perd sa terre ancestrale. Voilà des projets mafieux qu'on tente de nous imposer par la misère organisée. Voilà des projets mafieux qu'on tente de nous opposer par la misère pour nous affaiblir. Voilà des projets mafieux qu'on tente de nous imposer par la guerre, par le terrorisme et les violations des droits de l'homme. Où est le droit du premier occupant que nous avons, nous les Bakongo, sur la terre du Congo central? Monsieur le président des États-Unis, lors de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique du Sud, les Occidentaux qualifiaient faussement Nelson Mandela d'être un extrémiste dangereux. Devenu président de l'Afrique du Sud, la sagesse bantoue de Nelson Mandela a réconcilié les Blancs et les Noirs de l'Afrique du Sud. Monsieur le Président des États-Unis, que dit l'Occident actuellement de Nemwanda Nsemi? Qu'il est un extrémiste? Voilà l'erreur éternelle de l'Occident colonial. Car Nemwanda Nsemi est simplement le nouveau Mandela du pays des Bantous, de l'Afrique centrale, le nouveau Mandela qui réconciliera harmonieusement demain les intérêts occidentaux aux intérêts négro-africains pour le bien de nous tous dans une politique de gagnant-gagnant. Monsieur le Président des États-Unis, le Congo central et son peuple seront très reconnaissants à l'Amérique si les États-Unis d'Amérique peuvent intervenir en faveur de notre peuple en ordonnant de mettre fin à toutes ces violations des droits de l'homme en Afrique centrale et à toutes ces rébellions fomentées par des mafieux en Afrique centrale. Et Ingeta, et Ibobo. Et Ibobo. Voilà donc le message que j'ai adressé au président des États-Unis en sa qualité de superpuissance du monde occidental. Le titre de ma conférence de presse, c'était « L'importance de notre terre ». Nous l'avons montré et nous avons montré que nous avons intérêt à garder notre terre sur nos pieds, à bien négocier avec l'extérieur pour un investissement qui sera avantageux pour l'investisseur et pour nous. Voilà, j'ai terminé. Collaborons la main dans la main avec la Belgique, le peuple belge précisément. Mais il est intervenu un élément essentiel qui devait orienter la politique du Congo. Cet élément, c'est l'accession du Congo à sa souveraineté. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive
la juste rémunération de son travail. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Au nom du peuple zaïrois, dont nous sommes les témoins en vertu de la Constitution, et en notre nom personnel, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes et vous réitérons notre attachement. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire. On changera nécessairement parce que, je répète, qu'on doit mettre sur pied un état de droit. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Et l'UDPS, ce sera le premier parti à respecter la Constitution et la loi. Et dès qu'on respecte la Constitution et la loi, sachez qu'à ce moment-là, c'est en fait la participation à la gestion du pays, de l'ensemble de notre peuple. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Ainsi, au nom du peuple, j'exige que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires ténébreuses de corruption, notamment